Salut à tous, c'est le fils de Bulle. Ces derniers mois, sur la chaîne, on a pas mal parlé de bandes dessinées américaines. Pour établir un peu l'équilibre dans la force, nous allons aujourd'hui parler de bandes dessinées asiatiques. Et oui, contrairement à ma notoriété publique supposée, j'aime bien ça, moi, les mangas. Vous les connaissez peut-être, ils se lisent à l'envers. Mais tout comme pour la BD européenne, j'ai des goûts un peu spéciaux. La tranche de vie, tout ça. Donc ne vous attendez pas à ce qu'on parle de GTO ou de Full Metal Alchemist ou My Hero Academia. Non pas que je considère que le shonen c'est pas bien, hein, je suis un fan de One Piece donc bon. Mais ouais, chacun ses défauts. Je précise, parfois il y a des œuvres d'un auteur que j'adore ponctuellement, comme par exemple L'homme qui marche de Taniguchi. Je trouve cette œuvre formidable. Mais le reste de sa production me touche pas assez pour que je puisse considérer que Taniguchi fasse partie de mes auteurs préférés. J'aime certaines de ses BD, mais pas toutes. C'est pareil pour un grand nombre d'auteurs comme Tezuka ou Fujimoto pour rester dans le thème. A contrario, l'autrice dont je vais vous parler, qui s'appelle Kiriko Nananan, ou Nananan, je sais pas comment on dit, eh bien j'aimais absolument tout ce que j'ai lu d'elle. J'aime sa patte spécifique. Et si vous vous reconnaissez plutôt dans mes goûts en matière de BD européenne, il y a moyen que vous puissiez trouver du plaisir dans les mangas que je vais vous présenter aujourd'hui. En tout cas, j'espère. Mon mangaka préféré est une femme, générique. Oh, les beaux dessins que t'as fait des beaux dessins. Astérix, c'est pas l'Arche de Tobin. Lisez des BD, faites je ne sais quoi, mais... La BD n'est plus ce qu'elle était. Un truc d'une rare indigence et d'une médiocrité inouïe. J'ai horreur de ça. T'as envie de faire de la bande dessinée, t'en fais ça. Plouf, 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 du très grand art. Kiriko Nananan, c'est une autrice de shoujo. Bon, en vrai, je sais pas vraiment si c'est du shoujo. Pour moi, ce serait plutôt du gekiga en réalité. Mais le fait est que les mangas de Kiriko abordent des sujets typiques de l'image d'Épinal du shoujo, c'est-à-dire la romance et la vie quotidienne des jeunes japonaises. Ceci dit, la niaiserie, les gros yeux ou le style de dessin manga générique, c'est pas du tout l'univers de l'autrice. Si vous êtes pas content de ce que je viens de dire, let's go dans les commentaires. Le mieux pour vous faire comprendre un peu son univers, c'est de jeter un œil à son court récit Jour de congé 2e volet, dans le recueil Amour blessant. Je me rends compte au montage que l'extrait que je souhaitais vous montrer a été aussi utilisé par la Cité internationale de la bande dessinée, donc je vous mettrai leur article en description aussi. Bref. Dans un dessin et un découpage typique shoujo, Kiriko nous présente deux femmes qui se disputent pour un même garçon, plutôt beau gosse et sportif. Il y a du drama, des grandes tirades bien niaises, des claques qui se perdent, des pupilles bien visibles, des poses improbables. À la fin de l'histoire, le beau gosse choisit l'une des filles et la prend dans ses bras. Des fleurs surgissent de nulle part, c'est le grand amour et Okamoto regarde son amoureux enfin révélé avec des larmes de bonheur dans les yeux. C'est trop beau l'amour. Sauf que... attendez, ça va pas non? Ils sont cons quoi, ces débiles? Tout est bien qui finit bien et ils s'embrassent gentiment. Arrêtez, c'est nul. Ils mentent pas lui, et elle écarte pas sa moule. À mort la dessinatrice. Voilà, Kiriko Nananan, c'est ça. Qu'est-ce qui justifie cet énoncé irrationnel et farfelu? Parler d'amour, de sentiments, de couples, de triangles amoureux, ok, pourquoi pas. Tout le monde raffole de ce genre d'histoire. Mais par contre, il va falloir prendre le sujet très au sérieux. L'amour, c'est pas que des fleurs de cerisier qui virevoltent dans la douce brise du printemps. C'est aussi des bien durs et des plus ou moins moites. Mais aussi et surtout, des sentiments souvent compliqués et parfois contradictoires. On va y revenir. Qu'on s'entende bien. Il n'y a jamais de vulgarité ou de scène de sexe voyeuriste chez l'autrice. Le but n'est jamais de choquer le lecteur, à part justement dans cette petite histoire. En général, il est plutôt question de rapports humains, de rapports au corps, notamment féminin, des liens entre la sexualité et l'amour sentimental, ce genre de choses. Kiriko, c'est, si l'on peut dire, des vraies histoires d'amour comme on les vit nous, avec leur lot d'aléas. C'est pas une idéalisation de l'amour, plutôt un retour vers ce que l'amour est vraiment pour des êtres changeants et instables tels que nous. Ça, c'est pour la thématique. Concernant le style, la composition, c'est parfaitement résumé dans la petite biographie à la fin des mangas. Je cite. L'intériorité de ces histoires s'accorde avec un dessin à la fois lisse et contrasté, et c'est avec ce découpage si singulier, alternance de gros plans de visage, de silhouettes ou d'objets cadrés, qu'on l'identifie au premier coup d'œil. J'aurais pas mieux dit moi-même, je pense. J'aurais juste ajouté peut-être gros plans de visage et de silhouettes volontairement mal cadrés, mais vous allez bien vite le constater par vous-même. Autre point intéressant à noter aussi, c'est l'inclusion des textes au sein de leur propre vignette, comme si les textes faisaient partie intégrante de la composition. Et comme le dit Benoît Peters, où le texte, se disposant dans l'image, peut être à lui seul toute une action. Il est vrai, et là nous le sentons particulièrement dans ce travail de Kiriko Nananan, il est vrai que l'écriture japonaise a une élégance et dans sa verticalité qui épouse ici le mouvement de la page, que la version française perd quelque peu. Et là c'est structurel. On ne peut pas dire qu'il s'agisse d'une adaptation paresseuse, nous ne lisons pas de la même façon, nous n'intégrons pas
plastiquement le texte. Comme peut le faire le travail de cette autrice. Ah, il dit ça aussi le monsieur. Kiriko Nananan est l'auteur notamment de Blue, d'un certain nombre d'autres récits, mais c'est Blue qui m'a personnellement le plus frappé. Et pour le coup, c'est pas mon cas. Blue est sans doute son manga le plus connu, en partie à cause de son adaptation animée. Blue, ça raconte la vie d'une lycéenne qui aime venir admirer la mer. Un jour, une nouvelle fille du nom de Endo Masami arrive au lycée précédée par sa mauvaise réputation. Apparemment, elle aurait fait quelque chose et se serait fait renvoyer. Bon, je vous divulgage, la révélation arrive dans les premières pages. Elle a avorté. Les deux filles vont rapidement tisser un lien d'amitié et plus si affinité. Si vous voyez ce que je veux dire. Je vous en dis pas plus. La composition est certes parfaite, les thèmes traités avec subtilité, j'ai adoré, mais c'est pas ma BD préférée de l'autrice. Ma BD préférée de l'autrice, c'est celle-ci, et c'est d'elle dont je voulais vous parler aujourd'hui. On va donc s'arrêter un peu sur le manga Everyday. Je vous préviens tout de suite, je vais absolument tout divulgacher, mais j'ai une bonne raison. Ce manga n'est absolument plus édité nulle part. Vous ne pourrez le trouver que d'occasion. Et vous divulgacher est le seul moyen de vous donner envie de vous y pencher. Mais rassurez-vous, divulgacher cette œuvre en particulier ne va pas la rendre moins intéressante pour vous, bien au contraire. Et au pire, si vous êtes susceptible, il y a d'autres œuvres de l'autrice qui méritent votre lecture, je vous en parlerai en fin de vidéo. Bon, c'est parti. Everyday, c'est une œuvre qui aborde des sujets très délicats. Mio est vendeuse et elle travaille pour que son copain n'ait pas à le faire. Son copain, c'est Seishi. Il rêve de vivre de sa musique, ne se concentre qu'à ça, qu'à écrire des morceaux, même s'il parvient pas à trouver la moindre once de succès ni même d'inspiration. C'est pas grave, Mio croit en lui. Elle l'aime et fera tout pour qu'il puisse essayer. Tout, quitte à devoir se prostituer pour offrir plus de temps à son amoureux. Et oui, les temps sont durs, les factures s'accumulent, un salaire pour deux, c'est pas assez. C'est travailler plus pour gagner plus, pas pour gagner moins. Il faut bien comprendre que du point de vue de Mio, c'est un véritable sacrifice. Elle sacrifie sa vie pour son homme en travaillant, puis son corps et sa dignité en se vendant à d'autres. Elle ne le fait pas par plaisir, au contraire même, mais par amour, pour que Seishi puisse réaliser son rêve. Bien sûr, elle ne met pas ce dernier au courant, il a d'autres chats à fouetter, pas besoin de l'ennuyer avec la banalité des problèmes financiers et des problèmes d'état d'âme. Plus tard, Seishi finira par se rendre compte du sacrifice de Mio et décidera alors de la quitter. Au même moment, Ajo, l'ex-manipulateur de Mio, revient dans sa vie, et la jeune femme retombera immédiatement sous son charme. Bon, vous l'avez compris, c'est pas un manga feel good, bonne ambiance, c'est cool, on va manger des mochis sur le mont Fuji. Délicieux. Je veux vous présenter quelques scènes pour vous montrer le talent de l'autrice et la solidité de la compréhension des sentiments humains. La première scène que je voulais vous montrer se situe après la première, disons, transaction marchande de Mio. Cette dernière a passé une journée au taf à trimer, puis une soirée dans les bras d'un homme à trimer aussi. Elle rentre chez elle. Son bonsoir est placé dans un zoom sur le décor. Le bonsoir n'est pas vraiment adressé à Seishi, il est balancé comme ça et s'adresse presque au ventilateur, ce qui n'est pas bon signe. Puis elle retire ses chaussures. Elle est enfin chez elle. Elle va pouvoir se reposer. Seishi la salue. Ici on constate déjà qu'il va y avoir un problème. Bon, si vous êtes un mec, vous l'avez sûrement pas vu, je sais sur vous, mais il y a un vêtement froissé par terre juste là. Oh putain! Puis Kiriko nous montre deux cases horizontales. Un focus sur la cuisine, la vaisselle n'est pas faite. Il y a des restes d'emballage sur le plan de travail. Et un focus sur Mio qui constate que son mec n'a rien fait de la journée. Fin de la planche. On sent la confrontation arriver. La meuf est crevée, elle se sacrifie pour son mec et ce dernier n'est pas foutu de faire la moindre tâche ménagère. Charge mentale, toi-même tu sais. On tourne la page, 3 cases qui s'enchaînent, le sac qui tombe, Mio relève ses manches et hop, elle commence à faire la vaisselle. Sans un mot ni un regard pour Seishi. Ce dernier s'inquiète et il lui demande ce qui va pas. Sei, t'as fait quoi aujourd'hui? Pendant que j'étais pas là, t'as fait quoi pour moi, Sei? Rien. T'as rien fait. Bon, le garçon voit pas le problème, ça fait des années qu'ils vivent comme ça, lui il a bossé toute la journée sur sa musique, il a pensé qu'à ça, c'est dans le contrat quoi. Faut bien qu'il réalise son rêve, il a pas le temps pour les tâches ménagères. Oh ouais, c'est un artiste le mec quand même, faut le comprendre. C'est logique. Il ne le comprend sincèrement pas. On tourne la page. Contre toute attente, Seishi l'accuse d'être de mauvaise humeur à cause du taf. Ce qui n'est pas de sa faute. Et c'est Mio qui s'excuse. C'était sûr! On a alors le droit à un cartouche dans lequel l'autrice nous dévoile les pensées de la jeune fille. C'est sans doute moi qui ai tort. Ce que je fais parce que je l'ai décidé, ce que je fais parce que je l'ai choisi, j'en rends Seishi responsable et je lui en veux. Je fais semblant de tout faire pour lui venir en aide, je le rends responsable de tout. C'est moi qui ai tort. Déjà notez le basculement du « j'ai sans doute tort » au début qui devient « j'ai tort ». On part du doute pour finir vers une affirmation. Mio essaie de se convaincre que ses sacrifices sont consentis,
que ses choix sont les siens, qu'ils ne dépendent que d'elle, qu'elle fait ça pour Seishi et que ce dernier ne lui a rien demandé, ce qui est un peu vrai et surtout totalement faux. Tous les choix de Mio sont déterminés en fonction de Seishi. Elle vit pour lui entièrement, elle se consacre au rêve de son mec, et c'est impossible que ce dernier ne soit pas au courant. Il le sait, il sait qu'il en profite, il sait qu'il est en position de domination. Il le sait mais il l'assumera que plus tard dans le récit. Pour l'instant, il profite. Ça me rappelle un peu la locution qui nous dit que derrière chaque grand homme, il y a une femme. Si Seishi réalise son rêve, s'il devient un musicien célèbre, ça sera grâce à Mio, parce que ce sera grâce à elle qu'il aura eu le temps de le devenir, grâce à elle qu'il n'aura pas eu à se soucier des problèmes concrets du paiement du loyer, les charges, la bouffe. Seishi, il vit que pour lui. Il cherche à réaliser son objectif, c'est beau, il rêve. Mais la réalité, c'est que c'est grâce au sacrifice de sa meuf qu'il peut s'y consacrer. Ça me rappelle aussi Une chambre à soi, un essai de Virginia Woolf publié en 1929, dans lequel l'autrice explique pourquoi ce sont les hommes qui ont dominé le milieu de l'art, et en particulier celui de la littérature, pendant des siècles. Je vous la fais courte, c'est parce que les hommes avaient tout loisir d'écrire pendant que leurs femmes s'occupaient de la maison. Tâches domestiques évidemment, élever les enfants, les empêchant de sortir en terrasse, de voyager, d'aller glander dans les jardins, en plus bien sûr des restrictions liées à la culture à cause de leur statut de femme. C'est parce que les hommes dominent les femmes que les femmes ont plus de difficultés à se faire un nom. Une fois le cercle vicieux installé, une fois que les hommes sont partout, alors oui bien sûr, il y a moins de femmes, et on se dit que ces dernières n'ont pas leur place en littérature. Pour Woolf, pour qu'une femme puisse s'installer en littérature, il lui faudrait une pièce à elle, dans laquelle elle puisse ne pas être dérangée. En gros, qu'on la laisse tranquille, qu'elle puisse oublier sa charge mentale, ainsi qu'une rente, histoire qu'elle n'ait pas non plus à aller travailler. Je rappelle que l'émancipation bancaire des femmes en France ne date que de 1965. C'était il n'y a pas un siècle. Tout ceci est extrêmement récent et extrêmement actuel. C'est pas un peu misogyne? Bah si. Une chambre à soi, c'est un peu ce que possède Seishi. Pas besoin de travailler, il peut se consacrer à l'art et n'a absolument aucun effort à fournir pour le reste. Et à mon avis, c'est aussi une pique lancée par Kiriko envers le milieu du manga, largement dominé par les hommes, que ce soit dans l'importance donnée aux auteurs et dans celle accordée au lectorat masculin. Enfin bon, passons à la suite. Un peu plus tard dans le récit, Mio passe du temps avec son ex, Hagio. Oui, comme Moto Hagio, mais sans le vélomoteur, et discute de ce que c'est que l'amour. Hagio annonce qu'il n'a aucune envie de se mettre en couple. Pour lui, l'amour, ça n'existe pas vraiment. Il n'y a que des désirs, il faut virevolter d'une femme à l'autre sans s'attacher, sans se prendre la tête. Ce qui compte, c'est l'instant présent. Le reste n'a aucune importance. On pourrait croire que ce serait une solution pour Mio. Ne plus dépendre d'un autre, ne plus se sacrifier pour personne, ne penser qu'à elle. Mais Hagio, je vous le divulgage, c'est un connard. Il sortait avec plusieurs femmes à la fois, jouant du chaud et du froid comme Léo Grasset, et Mio a avorté pour lui, qui ne voulait pas avoir d'enfant, qui voulait baiser sans assumer. Dans ce cas aussi, la charge mentale se déporte vers Mio. Dans leur discussion, Hagio demande à Mio si elle reste avec Seishi par amour ou par affection. Pour lui, l'affection est un piège. On s'attache par habitude, mais on pourrait s'attacher à n'importe qui, pour peu qu'on passe un peu de temps avec quelqu'un. Ça rend l'amour quotidien banal. Ça brise le désir. Je vous cite un petit passage du discours d'Hagio parce qu'il va nous être utile un peu plus tard dans la vidéo. Je cite. « Dès qu'on commence à parler de retenir, c'est fini. L'idéal, c'est de ne pas avoir à utiliser ce mot-là, et que ça reste agréable d'être ensemble. Ça suffit pas que ce soit simplement bien dans le présent. Mio est perdue. Elle aime Hagio, alors qu'elle sait qu'il lui fait du mal, et elle a de l'affection pour Seishi. Elle est habituée à sa présence alors qu'il profite de la situation. Elle devra faire un choix, entre deux formes d'amour dont aucune n'est satisfaisante. Bien, on y reviendra. À la suite au prochain numéro. Autre scène. Je l'ai choisi pour son écho à la première que je vous ai montrée. Les guitares sont toujours bien rangées. On est presque 100 pages plus tard, Seishi n'a toujours pas avancé. Il fume des clopes dans le salon, attendant l'inspiration, pendant que Mio est en train de faire la cuisine. Elle prépare un genre de riz cantonais et fume sa clope. La partie de droite est réservée à Mio, la partie de gauche à Seishi. Les deux sont dans le même espace, dans le même appartement, mais ils ne sont pas ensemble, ils sont chacun dans leur coin. Mio cuisine. Seishi essaye d'ouvrir le dialogue. Tu sais, Mio se retourne. Elle regarde vers le salon, crée un lien entre elle et lui, alors qu'ils étaient auparavant séparés, chacun dans son coin occupé à sa propre activité. C'est le moment de renouer le dialogue. Seishi hésite. Mio insiste, elle se rapproche de lui, ils se superposent dans l'image. Ils sont proches d'être à nouveau ensemble, de vivre dans le même espace. Mais Seishi se rétracte. Plutôt que de parler de ce qu'il a sur le cœur, il lâche. « J'ai faim, t'en as pour combien de temps ?» Sur la vignette, les deux sont à nouveau séparés. Même plus que ça, Seishi occupe quasiment tout l'espace, et Mio est reléguée ici, cachée par le mur. Mio est déçue par cette attitude.
Elle répond à sa question futile et soudain, Seishi disparaît de l'image. L'écart s'est tellement creusé que Seishi ne fait même plus partie de la vie de Mio. Avant, ils étaient séparés par l'espace, mais ils étaient plus ou moins proches, plus ou moins à côté. Maintenant, pour Mio, Seishi n'est plus rien. Il ne mérite plus aucun regard, plus aucune considération. Qu'il soit là ou pas, finalement, qu'est-ce que ça change ? Je vous passe le reste des événements. Il y a d'autres scènes magnifiques, notamment celle de la rupture, mais je vous laisserai les découvrir par vous-même. Cela dit, je veux quand même vous parler de la fin. À la fin, Mio fait un choix. Elle se sépare du Hajio après avoir pris conscience que c'était un parfait connard et se retourne vers Seishi. Ce dernier est allé vivre chez des amis pendant plusieurs mois pour se recentrer, pour essayer de savoir ce qu'il veut faire pour se sortir du quotidien. Il a rappelé Mio pas pour lui dire qu'il a changé, mais simplement parce qu'il a enfin écrit un morceau et qu'il veut lui faire écouter. Alors qu'ils se promènent, les deux rencontrent un chat du quartier. Seishi s'arrête pour le caresser. Il l'appelle Book parce qu'elle a une petite tache sous le menton. Mio, qui a par le passé beaucoup caressé ce chat par habitude, ne s'était jamais rendu compte de cette particularité. Pour elle, c'était un chat, le chat, et puis c'est tout. Elle regarde alors Seishi, comme si elle le voyait pour la première fois. Un regard dénué d'habitude. Elle le voit tel qu'il est, comme ce chat, et caresse sa tête comme elle aurait caressé le chat. Le récit se termine sur 2 cases, dont l'une avec des pinces à linge qui nous dit « Ce quotidien banal qui est le nôtre est très fragile en réalité. C'est un miracle de pouvoir le garder intact. Nous menons une vie ordinaire faite du simple quotidien. Et si Seishi rit, c'est que je ris aussi. » La fin est assez ambiguë. Hajio a en partie raison. Quand on cherche à retenir l'autre, c'est que c'est déjà la fin. Quand on se met à se sacrifier pour l'autre juste pour lui, et que l'autre ne se sacrifie jamais pour nous, c'est pas la peine. Mio prend conscience qu'elle n'a pas à retenir Seishi. Elle n'a pas à se sacrifier pour qu'il reste avec elle. Seishi est un peu comme ce chat, il est sauvage. Il faut le laisser aller et venir. Il faut le laisser s'occuper un peu de lui. Il n'a pas besoin d'être materné. Il peut se prendre en charge tout seul. Par contre, le chat, s'il a suffisamment d'amour, il reviendra toujours à la maison. Il a un chez lui, un endroit où il se sent en sécurité. Hajio disait que ce qui importait, c'était que tout se passe bien dans le présent. Et c'est vrai, sauf que ça, c'est pas incompatible avec le quotidien. Pour le coup, Mio, elle a aussi raison quand elle dit que l'affection, c'est ce qui fait rester les gens. Alors oui, on peut avoir de l'affection pour n'importe qui, et on pourrait donc rester indifféremment avec un tel ou un tel sans que ça change grand-chose. Peut-être que le grand amour n'existe pas, oui, peut-être. Mais penser ça, c'est voir les gens comme Mio voyait le chat. C'est-à-dire voir les gens sans vraiment les regarder. Sans prendre conscience qu'ils ont chacun leur particularité. Book n'est pas un chat, il est ce chat. On peut le reconnaître. Il n'est pas interchangeable, c'est un individu. Et Seishi, c'est pareil. Il n'est pas seulement un homme parmi les autres, c'est Seishi. Il a ses propres rêves, ses propres qualités et bien sûr ses propres défauts. Et c'est bien suffisant pour qu'on s'attache à lui. Il semble avoir bien compris au fil du récit qu'il s'était mal comporté, notamment quand il propose à Mio qu'il se sépare. Il lui dit « Je veux faire de la musique ». À chaque fois que j'y pense, quelque chose en moi me dit qu'au fond, c'est possible que parce que t'es là pour assurer le quotidien, tout ça. Mais c'est vraiment irresponsable. Je me repose entièrement sur toi. Je ne dois pas continuer comme ça. C'est dur aussi de te voir te donner tant de mal pour moi. Faut que tu te trouves un type normal qui te fera vivre comme une femme normale. Trouve-toi un mec bien, tu n'auras plus à te sacrifier. À moins que Mio soit simplement en train de retomber sous le coup de la domination de Seishi, mais ça c'est laissé à libre interprétation du lecteur. Bon, comme d'hab, je n'ai fait qu'effleurer la surface de ce que nous propose l'autrice, que ce soit dans le fond ou dans la forme, et je ne peux que vous encourager à aller ressentir tout ça par vous-même. Mais avant de vous quitter, j'aimerais vous présenter rapidement les 2 autres œuvres de Kiriko que j'ai pu lire, en dehors de Blue et d'Everyday. Déjà, il y a Amour blessant, le recueil dont vient la pique sur les shoujo dont on avait parlé au début de la vidéo. C'est une compilation de 23 récits courts, qui tournent autour de l'amour et des relations amoureuses bien sûr, mais aussi de l'amitié, amitié homme-femme et amitié femme-femme. Si vous avez comme moi entre 25 et 35 ans, je pense que ça pourra vous parler plus que vous le pensez. Ensuite, allez jeter un coup d'œil à Strawberry Shortcake. D'ailleurs, le titre français est plus évocateur puisque c'est 1000 feuilles à la fraise. C'est à la fois un recueil et un récit long, étant donné qu'on suit plusieurs femmes à la fois dans l'œuvre et que leur vie finit toujours par se rencontrer au bout d'un moment. Je pense que c'est l'un de ces mangas qui capte le mieux toute la richesse du thème amoureux et des différentes définitions que chacun prête à ce sentiment bizarre. Et bien sûr, lisez Blue qui est son manga le plus facile à trouver actuellement. Je vous mettrai un petit lien d'affiliation en description si j'en trouve un. J'espère que cette petite excursion dans la BD japonaise vous aura plu et vous aura intrigué. Kiriko est une autrice qui me touche au cœur, qui sait mettre des mots
et des images sur les troubles affectifs. Je suis assez surpris que ces œuvres aient trouvé assez peu d'écho en France, vu le talent que la meuf propose et à quel point elles sont actuelles. C'est trouvable relativement facilement sur Vinted et je pense que vous regretterez pas de tenter l'expérience, quel que soit votre genre ou votre orientation. C'est vraiment très riche. Bon allez, pour la prochaine vidéo, on va retourner sur des franco-belges, mais vous n'êtes pas à l'abri de voir apparaître ici de temps à autre une vidéo sur les mangas. Parce que je m'y remets petit à petit et il y a des trucs vraiment incroyables. Merci pour votre écoute, on se revoit très vite et surtout n'oubliez pas, lisez de bonnes BD.